Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ma livraison de la semaine dernière, j'évoquais la question du Code civil. Et ce que je n'ai pas dit à dessein d'ailleurs, c'est la problématique de l'application de ce code au Tchad. Du moins une application à double vitesse, sinon à géométrie variable du Code civil français, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas faire injure à nos juristes. Le Tchad n'a pas été capable de produire son code à lui 53 ans après les indépendances. Nous sommes les seuls en Afrique d'expression française à n'avoir pas un code à nous. Un code, fut-il un document juridique, reste de mon point de vue un référent tout à la fois culturel, coutumier et identitaire. C'est ce qui explique d'ailleurs dans le fond, j'allais dire, que le code de Napoléon est un code d'émanation judéo-chrétienne, en rapport justement avec l'histoire de la France, et donc inspiré par la loi canonique. L'empereur Napoléon n'a pas en réalité inventé la roue. Ceci expliquant cela, le Tchad, d'abord au Tchad, le colonisateur, ainsi que les pouvoirs publics, d'après les indépendances, ont joué à la facilité en faisant assister les juges de paix d'une race de juges coutumiers qu'on appelle les assesseurs, dont le statut est consultatif alors que leurs avis sont déterminants. Le problème avec les assesseurs est que leur science n'est pas écrite et tient fondamentalement à l'oralité, même si jusqu'ici, je dois l'avouer, ils ont été les assesseurs d'un apport plus que décisif dans les jugements rendus en matière civile et coutumier, car les Tchadiens, dans leur écrasante majorité, ne se retrouvent pas dans le code civil tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous devons, pour beaucoup, à ces juges coutumiers, la cohésion et la paix sociale entre les communautés, d'où l'impertinente question de l'application du Code civil, tout au moins dans les dispositions du livre 1 relatives aux personnes et leurs biens. C'est bien ce livre 1 qui renferme les dispositions du fameux Code des personnes et de la famille, dont la version avant-projet est pour le moins controversée. Les musulmans, du moins le Conseil supérieur pour les affaires islamiques, le CESAI, émet des réserves en 33 points, alors que les catholiques et protestants réunis trouvent 11 réserves. Quid des animistes? Visiblement, ces derniers n'ont pas eu droit au chapitre. Et pourtant, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, il y a indubitablement un syncrétisme religieux manifeste. Combien sont les familles musulmanes au Tchad qui pratiquent l'excision au nom de l'islam originel, alors que la religion du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne dit nulle part qu'il faut mutiler les fillettes? Combien sont les pratiques païennes qui persistent chez les chrétiens du Tchad malgré les efforts de combat des églises et paroisses? Combien sont les Tchadiens qui croient aux hommes de la nuit et parlent aujourd'hui, au XXIe siècle, de sorcellerie et d'envoûtement? Des pratiques authentiquement surréalistes qui ont cours du nord musulman au sud animiste et chrétien. Parlant du marxisme-léninisme des Africains pendant la vague rouge, un célèbre penseur avait dit que les Africains sont marxistes-léninistes le jour et Marco-sorciers le soir. Comment évacuer en perte et profit toutes ces contradictions pour avoir un code, même s'il est vrai que les passions ont prévalu pendant le processus d'élaboration, empêchant une lecture, sinon une interprétation lucide, évolutive et perspicace tout à la fois de nos religions et de nos us et coutumes. Ce qu'on a probablement oublié, c'est que le code n'est pas seulement l'affaire du juriste. Le code ne saurait non plus être l'affaire des religieux dogmatiques, qu'on souffre encore une fois pour ouvrir le débat. Et Dieu sait qu'il est possible d'avoir un code consensuel, un code qui nous ressemble et qui va nous rassembler dans nos différences. Vivement lundi prochain.